L'intérêt est multiple. Il y a intérêt pour le formulateur, bien sûr. Il y a intérêt pour le formulateur fabricant d'aliments. Il y a aussi l'intérêt pour le consommateur qui va pouvoir ou vouloir mettre éventuellement un peu plus d'argent pour avoir un produit animal qui est tracé. Et dans ce cas-là, si le consommateur accepte éventuellement de payer un petit peu, peut-être quelques centimes, je ne sais pas, ça peut permettre d'avoir des performances, éventuellement, si les protégés le font, des performances peut-être un petit peu inférieures, mais le produit étant mieux valorisé. Donc on a une économie sur toute la chaîne avec un paiement un peu supérieur à la fin. Mais en réalité, ce que l'on voit dans la bibliographie, ce qui est écrit, c'est que la plupart du temps, ces protéagineux, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient avec des variétés particulières, on peut avoir des performances qui sont quasi les mêmes. Donc, on peut le faire. Le consommateur va ajouter, sa volonté d'avoir des produits tracés, non OGM, liés à des grands producteurs d'insecticides ou de produits phyto, des produits plus locaux, des produits plus tracés. Donc les protéagineux sont une réponse à ça. On peut tracer facilement nos céréales, on peut tracer facilement nos protéagineux, on peut voir tracer nos oléoprotéagineux comme le colza. Par contre, pour le soja, on ne peut pas. Et le consommateur veut des choses tracées maintenant, indépendamment de bio, indépendamment de label ou autre chose. Il veut savoir d'où ça vient. Donc on peut valoriser des produits locaux grâce à ça. C'est un vieux sujet qui a été déjà développé par l'INRA et par les firmes services et par d'autres partenaires depuis bien longtemps. En ce sens qu'il y a eu des points protéagineux depuis les années 80, voire même avant, et que la production de protéagineux s'est développée de façon exponentielle à un moment donné pour atteindre plus de 3 millions de tonnes par exemple, qui étaient largement valorisées en alimentation animale. Mais les conditions de prix, les conditions environnementales n'étaient pas du tout environnementales. J'entends contexte de prix, demande citoyenne, autonomie protéique, n'étaient pas du tout les mêmes. Donc on peut utiliser des protéagineux en alimentation des volailles, en alimentation animale d'une façon générale. Le gros problème, c'est le rapport qualité-prix ou les différentiels de rapport qualité-prix entre le tourteau de soja et ses protéagineux. Et selon les prix relatifs de l'un ou de l'autre, et le prix des céréales également, l'un va rentrer plus facilement que l'autre. La façon de faire au mieux rentrer les protéagineux dans les alimentations destinées aux volailles, c'est d'une part de caractériser leur valeur nutritionnelle le mieux possible, de l'augmenter, donc par différents critères, ne serait-ce que par de la sélection végétale, que par du traitement technologique, de la cuisson lorsque les facteurs antinutritionnels sont herbolabiles, par du dépelliculage. Il y a tout un tas de paramètres qui vont augmenter cette valeur nutritionnelle et augmenter la compétitivité de ces protéagineux par rapport au soja. Le seul problème, c'est actuellement, c'est cette disponibilité de matières premières. Y a-t-il suffisamment de protéagineux disponibles qui permettent de formuler et de stocker, qui permettent de rémunérer l'éleveur et de nourrir les poulets ou les volailles ou les porcs avec ces matières premières. C'est ça le deal à l'heure actuelle. Il faut produire et mettre à disposition ces protéagineux. Or, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus facile pratiquement de commander du soja que de s'approvisionner en protéagineux. Donc il faut augmenter la production, améliorer la production, le produit, pour que ça puisse rentrer très facilement dans les formules. Techniquement, c'est possible. Il y a eu des très gros efforts qui ont été faits par la sélection et par les process. C'est une solution qui est vivable. Je vais prendre un exemple en poule pondeuse, exemple que nous avons publié il y a 2 ou 3 ans maintenant, où en poule pondeuse, on a réussi à faire totalement abstraction du tourteau de soja, tout simplement en incorporant jusqu'à 20-25% de févrole dans l'aliment. Févrole, un complément d'un autre oléoprotéagineux tel que le colza et puis des céréales. Mais par contre, pour y arriver, il a fallu utiliser des févroles bien spécifiques, en particulier des févroles issus de variétés sans tanin, sans vicine et sans convicine. Donc techniquement, ces févroles ont permis de faire totalement abstraction du soja avec des performances de production qui étaient tout à fait recevables et comparables à l'aliment témoin soja. Donc on peut le faire. Et des exemples sont montrés également dans d'autres productions, que ce soit des poulets de chair ou des porcs, où on peut s'affranchir en grande partie du soja. Je pense que dans certains cas, ça va peut-être être difficile sur des animaux très exigeants en protéines, par exemple le dindon, ça peut être compliqué.
peut-être le poulet en démarrage, mais toujours est-il que pendant la période où les animaux vont consommer le plus, croissance, finition, par exemple en poulet, on va pouvoir s'affranchir très facilement d'une grande part de soja dans la ration.